Des villes, du béton, du bruit et de la pollution, et s'il était grand temps de réintroduire l'homme dans la nature? Imaginez, vous êtes dans une forêt, une belle forêt, calme, agréable. Peut-être que vous pensez à une forêt de votre enfance, où vous aimiez jouer, construire des cabanes, grimper aux arbres. Ou peut-être que vous pensez à une forêt où vous êtes allé récemment, pour couper, pour vous retrouver, pour profiter du calme et marcher. Parce que se balader en forêt, c'est un peu comme laver son cerveau de la ville et des turpitudes. D'ailleurs, les Japonais ont un nom pour ça, ils parlent de Shinrin-yoku, littéralement un bain de forêt. C'est une image poétique, un bain de forêt, mais pas seulement. Derrière cette très belle appellation se cache une réalité scientifique. Exposer son corps et son cerveau à la nature, ça fait du bien. Il a été prouvé que passer 2 heures par semaine dans la nature, ça avait déjà des effets significatifs sur votre humeur, on se sent plus serein, avec moins d'anxiété et davantage d'émotions positives. Sur votre niveau de stress, le corps bascule plus facilement en mode repos. Sur votre attention, avec une sensation de cerveau plus clair, une fatigue mentale qui diminue et une concentration plus facile. Et puis, ça a aussi des impacts sur la rumination, avec moins de pensées en boucle après une marche en milieu naturel, bien plus que lors d'une marche en milieu urbain. Et aussi sur certains marqueurs cardio, plusieurs études rapportent une baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle plus importante dans la nature qu'en ville. Et enfin, passer du temps dans la nature, ça joue aussi sur notre équilibre général. Le combo exposition à la lumière naturelle, plus mouvement, plus air extérieur, a un impact ultra positif, notamment sur notre sommeil et notre rythme circadien, ce dont on a parlé dans le dernier épisode. Cette connexion à la nature, ce besoin de s'y retrouver et d'y vivre des expériences et des émotions, c'est quelque chose d'universel. D'ailleurs, il est amusant de constater que dans d'autres pays, d'autres cultures, il existe des mots ou des expressions pour désigner certaines émotions ressenties face à la nature. En Norvège, on parle de friluftsliv, littéralement la vie au grand air, la vie dehors. Une philosophie culturelle qui valorise le fait de vivre régulièrement en extérieur, quelle que soit la saison. Il y a d'ailleurs un proverbe norvégien qui dit « Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær », ce qui signifie « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements ». Au Japon, on trouve le terme komorebi. Komorebi, ça désigne les rayons du soleil qui filtrent à travers les feuilles des arbres dans un jeu d'ombre et de lumière. Et en Allemagne, on parle de Waldensamkeit, pardonnez mon accent, littéralement la solitude forestière. C'est un terme poétique pour désigner le sentiment de paix profonde, de sérénité et de connexion avec la nature ressenti en étant seul, dans les bois, loin du chaos urbain. Ça me fait penser que l'autre jour, je regardais une interview de la comédienne Alexandra Lamy qui répondait aux questions de Jonathan Langlois dans l'excellent podcast Les Lueurs. Je vous mets le lien dans la description. Elle y expliquait que même si elle adorait son métier, même si elle prenait plaisir à venir à Paris et assurer la promotion d'un film avant sa sortie, eh bien dès que le film était sorti, elle coupait tout et elle retournait chez elle, dans les Cévennes, dans la nature. On sentait à l'écouter un besoin viscéral de retrouver ce contact, d'aller marcher, d'observer les fleurs, les insectes, les animaux. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Combien de gens expriment ce besoin de nature? Combien de gens vivent en ville mais voudraient partir vivre à la campagne? Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. On l'a bien vu après l'épisode de la pandémie de Covid. Durant la pandémie, chanceux étaient ceux qui ont pu partir se confiner à la campagne. Et combien ont décidé de s'y installer après la pandémie? En 2021, 770 000 personnes ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. C'est 12% de plus par rapport à 2019, soit environ 85 000 personnes supplémentaires. Pourtant, aujourd'hui, 85% des Français vivent en ville et 95% sous l'influence d'une ville proche.
Notre espèce qui a été conçue pour vivre dans la nature s'est peu à peu enfermée dans des villes. Pour le boulot, pour les études, pour être proche de toute commodité, comme on lit dans les petites annonces immobilières. Bureaux, maisons, supermarchés, transports. On vit majoritairement en intérieur. Pas tout le monde bien sûr, mais majoritairement, alors qu'avant l'exode rural, la vie se déroulait principalement dehors. Et du temps des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, la vie, c'était dehors, c'était la nature. Aujourd'hui, on vit majoritairement en intérieur, dans des environnements artificiels, sous des lumières artificielles, au milieu d'une pollution visuelle, sonore et chimique permanente. Pour beaucoup, la nature est devenue optionnelle. C'est un lieu où l'on se rend, pas un lieu où l'on vit. C'est un cadre joli pour pratiquer du sport, des activités de plein air ou se ressourcer. Mais une fois terminées ces activités, on rentre bien vite, retrouver son petit confort, la chaleur et la sécurité. Se ressourcer. Je reviens sur ce mot car il est important. Se ressourcer, ça veut dire retrouver de l'énergie physique ou morale en revenant à ses sources, à des valeurs essentielles ou à un état de calme. C'est une action de régénération pour retrouver son équilibre, souvent après une période de stress ou de fatigue intense. Voilà. On s'épuise dans des environnements qui ne sont pas faits pour nous et, de temps en temps, on part dans la nature pour tenter d'aller mieux, comme des naufragés qui s'accrochent à une bouée de sauvetage. D'un point de vue évolutif, on ne vit pas dans des environnements faits pour nous. Ils sont seulement faits par nous. Mais alors, c'est quoi un environnement fait pour nous? Eh bien, c'est l'environnement qui nous a façonnés. Je ne vais pas vous refaire ici le rappel des plus de 4 millions d'années que nos ancêtres ont passées dans la nature. Vous retrouverez tout ça dans l'épisode 0. Je vais juste rappeler que c'est le mode de vie chasseur-cueilleur au contact de la nature qui nous a façonnés en tant qu'espèce. Or, là où une espèce vit sa meilleure vie, une vie épanouie, c'est toujours dans son milieu d'origine. Pensez aux lions en cage dans des zoos. Ils sont vivants bien sûr, et pour la plupart, ils n'ont pas conscience d'être enfermés vu que l'immense majorité d'entre eux n'a jamais connu la savane car ils sont nés en captivité. Mais sont-ils réellement faits pour une telle vie? J'en doute. Tout comme nous ne sommes pas faits pour vivre en ville. Nous sommes devenus une espèce qui naît et vit dans une sorte de captivité volontaire. Il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur une photo représentant des termitières en Afrique. De hautes colonnes de terre qui abritent des centaines de millions de termites. Et ça m'a rappelé les tours de la Défense à Paris. Nous vivons ce que les spécialistes appellent une inadéquation évolutive. Nous sommes des singes un peu spéciaux et nous vivons des vies de termites. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps de retrouver notre place dans la nature? Alors bien sûr, je ne parle pas de retourner vivre dans des huttes ou des cavernes. Je rappelle que dans Néo Chasseur-Cueilleur, il y a Néo. L'idée, c'est donc pas de faire demi-tour et de retourner vivre comme au Paléolithique. Non, l'idée, c'est de s'aménager un cadre de vie et des activités qui ont du sens au regard de ce qu'est réellement notre espèce. Voilà pourquoi dans un mode de vie néo-chasseur-cueilleur, pour être en accord avec notre vraie nature, il n'est plus important de passer du temps dans la nature. Ce n'est pas optionnel, c'est carrément vital. Il existe une littérature scientifique très fournie qui documente très bien tous les effets positifs de la nature sur le corps et sur le cerveau. J'en ai déjà cité quelques exemples à l'instant, mais l'inverse est vrai aussi. D'autres études montrent aussi qu'un manque de nature prolongé, une exposition trop longue à une vie en ville, en intérieur, ça peut entraîner une déconnexion avec les saisons et le vivant. Moins de lumière naturelle le jour, plus de lumière artificielle le soir, ça entraîne inévitablement une horloge circadienne moins bien calée. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode sur le sommeil. Une exposition trop longue à la vie en ville, ça peut aussi entraîner une surstimulation artificielle. Le bruit permanent, les sollicitations constantes, la densité des gens. Tout ça entraîne une activation répétée des circuits de stress avec un taux moyen de cortisol plus élevé. Le cortisol, je vous le rappelle, c'est l'hormone du stress. Ça entraîne aussi des inflammations ou encore une hausse de la tension. Vivre en ville sans nature, ça peut aussi avoir pour effet un appauvrissement sensoriel. À cause des environnements uniformes, avec des sols plats, un air filtré, des stimuli monotones, donc moins de variété sensorielle et motrice au quotidien, ça peut renforcer l'impression de fatigue mentale et de vie hors sol. Il y a aussi un sentiment de coupure, d'abstraction, de déracinement, moins d'occasions d'expérience directe du vivant, c'est moins de liens vécus avec un lieu donné, ce qui peut favoriser rumination et stress chez certaines personnes. Et puis,
il y a la perte progressive de réflexes et de compétences. Si on ne pratique plus l'orientation, l'observation, l'identification, la lecture du terrain, eh ben ces compétences s'éteignent comme n'importe quel savoir-faire et on perd une partie de la relation active au milieu. On les connaît ces gens qui se sentent paumés dans la nature s'ils n'ont pas de smartphone ou de GPS pour leur dire après 200 mètres, tournez à gauche. Et je parle même pas de s'orienter avec le soleil ou les étoiles la nuit. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez repérer le nord en regardant les étoiles? Bref, passer du temps dans la nature ne devrait donc pas être considéré comme une activité d'appoint, ni comme quelque chose d'exceptionnel, car en réalité, ça devrait être la norme. C'est vivre dans des villes, en intérieur, devant des écrans qui devraient être l'exception. Bon, vous l'avez compris, passer du temps dans la nature est essentiel. Mais attention, c'est là que dans la philosophie néo-chasseur-cueilleur, on va opérer une distinction au sein des activités de nature. Parce que d'un côté, il y a les activités où l'on est simple spectateur de la nature. Elles nous offrent un cadre agréable, ressourçant, sensoriel pour pratiquer certaines activités, mais on n'interagit pas réellement avec son environnement. Et puis, de l'autre côté, il y a les activités où l'on redevient acteur de la nature. Des activités durant lesquelles on retrouve la place qui est la nôtre, on réoccupe la niche écologique que l'on est censé occuper dans la nature. On fait une distinction car, même si chacune de ces catégories d'activités nous sera bénéfique, chacune n'aura pas le même degré d'intensité, de reconnexion avec notre vraie nature. Par exemple, si vous faites une balade en forêt, déjà c'est super, il y a des arbres, de bonnes odeurs d'humus, le chant des oiseaux, la lumière du jour, la sensation d'une brise sur la peau, il y a du calme, et tout ça c'est déjà très bien. Mais vous ne faites que passer. Vous êtes spectateur, un spectateur immergé dans le décor, mais un simple spectateur. Il y a donc plein de zones de votre cerveau qui ne vont pas être stimulées. En revanche, si vous décidez d'aller vous promener en forêt avec le but explicite d'aller, par exemple, y ramasser des champignons, eh bien soudain, vous n'êtes plus un simple spectateur, vous devenez acteur. En faisant cela, non seulement vous bénéficiez de tous les avantages d'une promenade que je viens de citer, mais vous activez aussi dans votre cerveau d'autres zones, celles liées à l'attention, à la vue. Vos sens seront davantage sollicités pour faire ce pour quoi ils ont été conçus, sélectionnés et améliorés durant des millions d'années, à savoir chercher de la nourriture dans la nature. En faisant cela, vous activez aussi tout le système de la récompense, surtout chaque fois que vous apercevez un champignon. Dans un mode de vie néo-chasseur-cueilleur, ce qu'on privilégie, c'est un cadre de vie certes moderne, mais dans lequel on fait une place suffisante à un environnement de vie, à une alimentation et à des activités qui sont en phase avec notre histoire évolutive. C'est pour ça que partir cueillir des champignons ou des mûres, ou même des jonquilles au printemps, même si, bon, a priori vous n'allez pas les manger vu que c'est toxique, cela vous apportera encore plus de bienfaits qu'une simple promenade dans les bois pour souffler. Attention, je dis pas que la simple promenade c'est pas bien, hein. Ce que je dis c'est que la promenade c'est bien, mais la cueillette c'est encore mieux. Être spectateur de la nature c'est déjà bien, mais y être acteur c'est vraiment mieux. Dans la liste des activités que vous pouvez faire en simple spectateur, outre la marche en forêt dont on a déjà parlé, il y a par exemple la randonnée ou le trail. Ces activités vous apporteront la même immersion nature qu'une simple marche, mais avec un bonus cardio qui participera à améliorer votre souffle, votre tonus global et vous offrira un sentiment de puissance et d'accomplissement. Il y a aussi un trek avec bivouac. Là, c'est pas juste une sortie, c'est carrément un changement de rythme profond. On vit dehors plus longtemps, on ralentit, on reprend le temps. Je me souviens, été 2004, j'avais traversé la Bretagne à pied, tente et sac à dos, entre Morlaix et Lorient en une semaine. À la fin, j'avais été choqué de monter dans une voiture et d'aller si vite. J'étais tellement habitué au rythme lent de la marche et à mes 20-25 km parcourus par jour que là, les parcourir en 30 minutes, ça m'a paru incroyable. Et puis, parmi les autres activités, il y a encore les sorties en montagne, avec les grands espaces, l'altitude, la météo qui change et une variété de sensations, et les sorties au bord de mer avec l'horizon, les vents, les embruns, et une sensation quasi immédiate de pouvoir à nouveau respirer. Voilà, tout ça, c'est déjà une excellente porte d'entrée. Ça réintroduit du vivant dans le quotidien, c'est accessible à presque tout le monde, et c'est déjà très bénéfique. Maintenant, si vous voulez passer à l'étape du dessus, il vous faudra devenir acteur. Et là, je dois tout de suite vous mettre à l'aise. Oui, il va être question de chasse, de pêche et de cueillette.
Et non, vous n'êtes pas obligé de chasser et de pêcher si cela ne vous attire pas. J'ai conscience que ces activités, surtout la chasse, peuvent jouir d'une mauvaise image auprès du grand public en France. Je ne le sais que trop bien et c'est pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Repenser la chasse, paru en 2023 aux éditions du Gerfaut. Je l'ai écrit justement pour expliquer ce qu'est réellement la chasse, car bon nombre d'a priori négatifs circulent sur cette activité, et encore plus sur ceux qui la pratiquent. Si vous connaissez le sketch des inconnus, vous voyez très bien de quoi je parle. Sauf que la réalité est tout autre. Mais je ne vais pas vous ressortir ici tout le laïus pour expliquer la chasse, je vous invite à lire mon livre et à vous faire votre propre idée. Mais bon, pour faire simple, je veux juste attirer votre attention sur 3 points concernant la chasse. Premièrement, si vous écoutez ce podcast depuis le début, vous savez que la prédation est une composante de la nature humaine. Cela fait un peu plus de 4 millions d'années que nos ancêtres chassent pour se nourrir. Pas uniquement, bien sûr. Ils cueillent aussi, mais la chasse est prépondérante dans notre espèce. Mieux, l'activité ne s'est même pas arrêtée après l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ce n'est qu'avec l'exode rural que les activités de chasse ont vu leur volume diminuer. Donc chasser, ça a toujours été le propre de l'être humain. Deuxièmement, un animal qui est né dans la nature, qui a grandi dans la nature et qui, un jour, se fait tuer par un prédateur qui va s'en nourrir, il n'y a rien de plus naturel. La prédation n'est ni plus ni moins que l'un des 2 modes d'alimentation dominants dans le règne animal. De ce point de vue, chasser est bien plus naturel et quelque part plus éthique aussi que de garder des animaux captifs toute leur vie. Aujourd'hui, c'est différent car les espèces domestiques dont on se nourrit n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres sauvages. Donc il ne s'agit pas de les relâcher. Mais vous conviendrez qu'entre le chevreuil ou le lagopède que je vais chasser pour me nourrir et le porc ou le poulet élevé de façon intensive dans des hangars sordides, sous des néons et sans accès à l'extérieur, il y a une des 2 pratiques qui est quand même largement plus éthique que l'autre. Et enfin, troisièmement, j'ai conscience que tout le monde n'a pas envie d'aller chasser, et c'est tout à fait acceptable. Je forcerai jamais personne à y aller, je ne suis pas d'ailleurs un militant pro-chasse. On peut très bien vivre en suivant le mode de vie néo-chasseur-cueilleur sans être soi-même chasseur. D'ailleurs, durant la préhistoire, tous les membres d'un clan n'étaient pas chasseurs. La plupart l'étaient bien sûr, mais les plus âgés, les plus jeunes ou ceux qui étaient malades ou handicapés pour quelque raison que ce soit, eux ne chassaient pas. Mais ils étaient quand même soutenus par le reste du clan et les produits de la chasse étaient partagés avec eux aussi. Donc, si vous ne chassez pas vous-même, essayez de voir s'il n'y a pas dans votre entourage quelqu'un auprès de qui vous pourriez vous procurer cette viande de qualité supérieure. D'ailleurs, on reviendra sur ce point dans un prochain épisode. Bref, en résumé, comprenez ce qu'est réellement la chasse, essayez si vous le souhaitez, accompagné et dans un cadre légal bien sûr, c'est ce que j'ai fait, ou ne chassez simplement pas si vous n'en avez pas envie. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ? Parce que je peux témoigner que lorsque vous chassez, et encore plus lorsque vous chassez à l'arc comme c'était mon cas en France, jamais vous ne pourrez vous sentir plus à votre place dans la nature. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous, quelque chose d'ancestral. Ça n'a rien à voir avec une soi-disant soif de sang ou un plaisir de tuer qu'avancent les détracteurs de la chasse. Non, c'est vraiment se retrouver dans la nature et y rejouer le rôle qui a été le nôtre pendant des millions d'années. Vous n'êtes plus spectateur de la nature, vous en faites pleinement partie. C'est un sentiment très fort qui vous emplit et ça vous enseigne à la fois la patience, la persévérance, la discrétion et surtout l'humilité. Et même si vous rentrez bredouille, ce qui est le cas 9 fois sur 10 quand même, c'est pas grave, vous avez pu renouer le temps de quelques heures avec cette nature profonde que vous avez en vous. Si vous avez envie d'essayer une activité qui s'en rapproche et qui est hybride spectateur-acteur, mais sans l'acte de donner la mort à un animal, vous pouvez essayer la photographie animalière. Ce sont exactement les mêmes fonctions qui s'activent dans le cerveau et à la fin, aucun animal n'aura été tué. Bon, par contre, le truc, c'est que même la plus belle des photos, ça se mange pas. Bon, et puis, il n'y a pas que la chasse. Par bien des aspects, la pêche, la cueillette et s'amuser à apprendre et à reconnaître les plantes comestibles, tout ça peut aussi vous permettre de retrouver votre place dans la nature. Bref, pour conclure cet épisode, je voudrais que vous gardiez en tête que l'humain n'est pas fait pour vivre totalement coupé du vivant et que la nature n'est pas seulement un décor apaisant. Elle était notre demeure, notre lieu de vie, ce lieu dans lequel notre espèce s'est construite. Que vous décidiez d'en devenir acteur ou juste spectateur, dans tous les cas, vous en retirerez des bienfaits incroyables. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de chercher à revivre comme nos ancêtres du Paléolithique, mais de s'en inspirer pour mieux vivre au XXIe siècle. Alors, allez-y, sortez, allez dehors dans la nature et posez-vous ces questions. Tiens, comment s'appelle cet oiseau que j'entends chanter ?
Et ça, c'est quoi cette plante? Ça se mange ou pas? Regarde, il y a une trace par terre. À ton avis, c'est quoi? Un chevreuil? Un cerf? Un sanglier? Allez dehors. Allez retrouver, même seulement quelques instants, la place qui est la vôtre. Dans les prochains épisodes consacrés à la nature, je vais bien sûr développer les sujets de la chasse, la pêche, la cueillette et bien d'autres. D'ailleurs, pensez à suivre Néo Chasseur-Cueilleur sur Instagram pour me poser vos questions et me faire vos retours. C'est très précieux pour moi, ça me fait super plaisir, donc vraiment, ne vous gênez pas. Et puis, si cet épisode vous a plu et si ces futurs sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Ça prend vraiment 10 secondes. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est dispo sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast, et peut-être même bientôt sur YouTube, je suis en train de voir ça. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un petit commentaire, certains de vous l'ont déjà fait, et je vous en remercie. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Je vous mets toutes les références scientifiques qui m'ont aidé à écrire cet épisode dans la description. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une autre discussion dans le cercle du feu de camp. Bon retour dans la nature, au revoir et à bientôt.